bonjour à tous. Je vais peut-être juste quand même effectivement me présenter un petit peu pour que vous compreniez à partir de quoi je vais vous échanger avec vous. Enfin échanger, je vais dérouler un propos sur l'évaluation. Et puis ensuite, on aura évidemment un temps d'échange plus sur ce que j'aurais dit. Donc effectivement, je suis directrice générale d'entreprise et personnel. Est-ce qu'il y en a ici qui savent ce que c'est qu'entreprise et personnel ou pas du tout? Il y en a quelques-uns. Oh, bah, formidable, super. Alors pour les autres, pour aller vite, entreprise et personnel, c'est une association qui réunit depuis 1969 en gros les 100 plus grandes entreprises françaises autour des questions de gestion des ressources humaines, de formation, de management, de tout ce qui est dialogue social. Enfin, tout ce qui va concerner à la fois les dimensions humaines et sociales dans l'entreprise. Et donc ce sont les entreprises qui adhèrent. Et du coup, quand une entreprise adhère, l'ensemble de la fonction RH devient adhérente de fait. Donc on peut avoir 5000 personnes dans une entreprise, 3000 dans une autre, parce que c'est l'ensemble de la fonction RH qui adhère. Entreprise et personnel, ça existe depuis 1969, et on a évidemment beaucoup changé. On ne fait plus vraiment ce qu'on faisait au début, même si les fondamentaux sont les mêmes. Mais c'est aussi un observatoire extrêmement intéressant des pratiques, puisque du coup nous sommes très proches de nos adhérents et que voilà, on regarde ce qui s'y passe, comment ça évolue, voilà. Et c'est un peu sur cette base-là, c'est ma première base, que je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de réflexions sur l'évaluation. Et puis la deuxième chose, effectivement, comme ça a été dit, je suis directrice de recherche au sein d'un laboratoire à Nanterre, en sciences de l'éducation, qui est dirigé par Philippe Carré. Et puis ma troisième casquette, c'est que j'ai co-créé avec Olivier Charbonnier une structure qui s'appelle Decides et qui travaille depuis 12 ans maintenant sur l'analyse, la veille, la compréhension de comment l'univers digital transforme un certain nombre de questions, le rapport au savoir, le rapport au travail, la question des compétences. Voilà. Donc on a pas mal publié autour de ces sujets-là depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, je vais vous parler d'un sujet, mais pas du tout sexy. Et à mon avis, complètement à côté de tout ce que vous allez entendre ou tout ce que vous avez déjà entendu depuis 2 jours. Et en plus, je vais en rajouter une couche, parce que évidemment, ça m'amuse forcément d'en faire encore un peu plus. Et moi, je vais prendre vraiment, je dirais plutôt le côté obscur, j'ai envie de dire, du sujet, qui est voilà, toutes les réflexions qui aujourd'hui circulent autour de qu'est-ce que ça veut dire évaluer, comment évaluer, pourquoi évaluer et où en est-on. C'est quand même un sujet dont on doit parler depuis à peu près 40 ans, en gros. Hein, donc on ne peut pas dire que ce soit un sujet nouveau. Et pourtant, c'est absolument fascinant parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose autour de ce sujet-là. Et bon, il y a plein de raisons à ça, qui sont à mon avis des raisons d'ordre plutôt sociologique et méthodologique que des raisons de technique, j'ai envie de dire. Alors, le premier point, je voudrais peut-être resituer, moi, ce dont je vais parler, pour insister finalement sur le fait qu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui, qui est un contexte d'un point de vue économique qui est plutôt autour de il faut faire la même chose et même mieux, mais pour beaucoup moins cher. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous, directeur de la formation, vous, acteur de la formation. Oui, il faut même former beaucoup plus qu'avant, il faut même former beaucoup plus régulièrement qu'avant, c'est maintenant une évidence. Mais on n'a plus les moyens d'envoyer les gens pendant 6 mois, 1 an, ou même 3 semaines, suivre des formations comme ça, et puis en se disant, de toute façon, ils sont tellement contents que... voilà. Et puis nos partenaires sociaux aussi sont tellement contents, donc on est dans un grand consensus formidable, et ne nous posons pas de questions, tout va bien. Aujourd'hui, on n'est plus là-dessus, on est sur combien ça coûte, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, est-ce que c'est efficace, comment est-ce que je peux me saisir de cet objet. Depuis la loi de 2014 en France, il y a tout un travail autour de qu'est-ce qu'une action de formation, qui était une question interdite jusque-là. Bon, et puis en même temps, des organisations du travail qui évoluent très très vite, et donc un besoin de formation énorme, et en même temps un renouvellement démographique. Dans beaucoup des grandes entreprises avec lesquelles nous travaillons, on a mais vraiment on peut parler de choc démographique, c'est-à-dire des équipes sur le terrain où quelquefois la moitié des gens sont jeunes, nouveaux, ne connaissent pas le métier, ce qui est complètement évidemment différent des situations antérieures où il y avait un jeune, 2 jeunes qu'on intégrait de toute façon dans l'équipe, j'ai envie de dire formation ou pas, de toute façon il y avait plein de choses qui se passaient là. Donc un contexte quand même qui s'est, j'ai envie de dire, durci autour des questions d'évaluation. Et là, aux surprises, qu'est-ce qu'on a, j'y reviendrai évidemment tout à l'heure, on a le modèle de Kirkpatrick dans les entreprises, je parle vraiment de ce qui se passe dans les entreprises et uniquement là-dedans, qui est un modèle qui est franchement pas nouveau et qui continue à être un peu finalement toujours ce qu'on nous sort comme outillage autour de l'évaluation.
Donc, quelque chose qui est quand même très interrogé, des questions vraiment vives dans les entreprises, et puis une difficulté finalement à répondre à ça. Alors moi je vais très rapidement dérouler trois questions. La première c'est pourquoi il faut évaluer aujourd'hui. La deuxième c'est qu'est-ce qu'on évalue, hein, parce que ça a été dit d'ailleurs, évaluer mais quoi? De quoi parle-t-on quand on dit évaluer? Et puis évidemment comment, mais à la limite ça découlera naturellement de ce que j'aurais dit avant. Alors ça a été dit tout à l'heure, la question de l'évaluation en fait elle est très ambiguë. Elle est très ambiguë parce que d'abord, il y a une première confusion, qui est une confusion entre évaluer la manière dont l'apprenant finalement a acquis quelque chose. Alors ce quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, on essaie de le nommer, mais voilà, voilà. Est-ce que finalement il sait faire ce pourquoi on l'a envoyé en formation? Et puis il y a une deuxième ambiguïté, il y a une deuxième position, pardon, qui est d'évaluer le dispositif pédagogique. Vous nous dites que les MOOC c'est formidable, et alors vous êtes allé voir si c'était formidable. Vous nous dites que les classes inversées c'est formidable, ok, et alors, and so what? Vous pouvez me le prouver? Vous nous dites que le e-learning, le blended, le machin, peu importe, tous les jours il y a un nouveau truc qui sort, et on nous dit ça marche. Bon, ça marche, mais qu'est-ce qui marche? Pourquoi vous nous dites que ça marche? Qu'est-ce que vous en savez finalement? Les gens sont super contents, et alors on s'en fout, enfin je ne sais pas le sujet. Le sujet c'est quoi? C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Et ça, cette question-là, évidemment, c'est pas la même qu'on a mesuré par un quiz, qu'il savait répondre au quiz et que donc on considère que la formation a bien fonctionné. Donc il y a vraiment un premier sujet, pourquoi est-ce qu'on forme? Voilà, on veut comprendre, savoir si ça marche. Et encore, je vous le redis, c'est une question qu'on n'aime pas poser. Hein. On en vient à se la poser aujourd'hui, mais dans la plupart des cas, si c'était si important, ça fait des années qu'on aurait été regardé si ça marche. Et du coup, il y a un deuxième sujet qui vient immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? C'est quoi ça? Et ça nous amène à la question, à mon avis, fondamentale, qui est la définition que nous avons dans les entreprises, mais que nous avons aussi dans nos têtes, autour de qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Excusez-moi, j'ai oublié le prénom de mon intervenant précédent, qui est Michael. Michael, il a donné une définition. Il a dit, pour moi, l'éducation c'est ça, la formation c'est ça, c'est acquérir des compétences, voilà. Bon. Et derrière ça, on a tous des représentations de ce que ça veut dire apprendre. C'est-à-dire que si vous ne partez pas de la question qui est « j'ai besoin de comprendre ce que ça veut dire, ça marche », vous n'arriverez jamais à aller vers l'évaluation. Et donc, on est obligé de se dire « mais c'est quoi le but de la formation ?» De la formation en entreprise professionnelle. Je ne parle que de ça. Donc, c'est un tout petit sujet par rapport à tout ce que vous allez aborder et vous avez abordé pendant 2 jours. C'est un micro-sujet. Moi, il se trouve que ça fait 40 ans que je bosse là-dessus, donc évidemment, c'est celui qui m'intéresse. Est-ce qu'il s'agit d'acquérir des connaissances? Auquel cas, fastoche. Hein, il faut que les gens acquièrent des connaissances. Je regarde s'ils acquièrent des connaissances. Le tour est joué. Est-ce que c'est acquérir des compétences? Mais alors, c'est quoi des compétences? Est-ce qu'il suffit de dire savoir faire quelque chose? Ok, il sait faire. Je l'ai mis en situation de simulation. Je lui ai fait faire un test. Il me dit d'ailleurs qu'il sait faire, donc c'est bon, il sait faire. Ou est-ce que ça veut dire, et moi c'est la question sur laquelle je travaille depuis maintenant de nombreuses années, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu transfert en situation de travail? Et s'il y a eu transfert en situation de travail, c'est-à-dire que si le but de la formation, c'est pas que des gens sachent des trucs, c'est pas que des gens sachent dire qu'ils savent faire des choses, mais c'est que vraiment ils les fassent dans des contextes, pour moi la formation est toujours située, hein, dans les approches en tout cas que je défends. Ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que la personne, c'est toujours situé dans un contexte et pour ma part, contexte organisationnel. Et bien dans ce cas-là, il faut que je m'intéresse à c'est quoi le transfert et c'est quoi les conditions du transfert et qu'est-ce qui fait que des gens transfèrent. Et ça devient le vrai objet à évaluer. Parce que finalement, le reste, ça m'est égal. Alors pourquoi je dis ça m'est égal? Parce que pendant des décennies et des décennies, on a tous vécu, surtout en France, avec cette idée qu'il suffisait de former les gens pour que tous les problèmes soient résolus. Vous avez du chômage, vous allez les former, il n'y aura plus de chômage. Et on recommence, hein, combien de milliards là sur la table pour dire on va les former et du coup, voilà. Le truc magique quand même, hein, et ça fait des décennies qu'on nous raconte la même chose. Il y a des problèmes d'employabilité, on va former les gens, puis c'est voilà. Il y a des problèmes d'évolution, on va former les gens, etc. Comme si vous voulez, il suffisait d'envoyer les gens en formation. Alors voilà, vous allez commencer lundi matin, et vendredi soir, vous êtes formés. Vous êtes formés. Alors comme vous êtes formés, vous allez trouver du boulot, vous allez être promu, vous allez être bon dans votre job, etc., etc. C'est un modèle scolaire, fondamentalement, celui-là. C'est un modèle où le fait d'être exposé à des sachants pendant un temps X
des sachants qui vont bien sûr vous faire des exercices, des jeux, des quiz, des machins, vous mettre en situation, ça va être ludique, ça va être sympa, il va y avoir du blended, il va y avoir ci, il va y avoir des MOOC. Et puis à la fin, vous êtes formé. Je crois que ce modèle-là, il ne résiste plus aujourd'hui, et je pense qu'il n'a pas résisté longtemps d'ailleurs. Je pense que vraiment quand on essaye de comprendre ce que ça veut dire apprendre, on se rend compte que c'est un processus d'apprentissage, et moi aujourd'hui c'est le processus d'apprentissage qui m'intéresse et plus du tout la formation, et que ce processus d'apprentissage, oui il y a peut-être des moments de formation, mais que le sujet c'est comment j'en arrive jusqu'au transfert, et quelle est la nature de ce transfert, qu'est-ce qu'on me demande en situation professionnelle, comment une situation professionnelle peut devenir apprenante ou pas elle-même, c'est quoi les conditions pour apprendre après avoir été en formation, qu'est-ce qui se fabrique dans l'action avec les collègues, avec les pairs, avec le hiérarchique, avec les clients, avec le contexte, avec les gens qui viennent dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Chose qui est complètement admise. Hein. Vous discutez avec n'importe qui, il vous dit bah oui, c'est évident que en fait, c'est en faisant que j'ai vraiment appris, mais en faisant en situation, pas en faisant ailleurs, en faisant en situation. Et puis oui, c'est quand j'ai été vraiment confronté au réel de l'activité que là, j'ai compris que oui, je savais faire des choses. Et c'est admis. Vous savez, il y a cette fameuse truc qui circule absolument partout, les 10%, 20% et 70%, qui n'a jamais d'ailleurs été scientifiquement prouvé, mais passons. Bref, on sait tous que l'essentiel se passe ailleurs qu'en formation. Mais on continue à faire fonctionner une machine comme si, je dis bien comme si, c'était dans la formation que tout se jouait. Comme si vous avez bon à la fin de la formation, vous aurez bon sur le terrain. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous embête avec tous ces détours, mais qui pour moi sont fondamentaux, parce que je crois que la définition que l'on se donne de ce que ça veut dire apprendre aujourd'hui dans le monde professionnel est déterminante pour évaluer. Parce que si vous ne partagez pas cette définition qui est l'idée d'un processus d'apprentissage jusqu'à la question du transfert, bah, on n'évalue pas la même chose, évidemment. Moi, mon sujet, c'est d'évaluer le transfert, et pas seulement le transfert, mais bien le processus d'apprentissage et de transfert. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi absolument fondamental, c'est que du coup, si je dis que c'est ça mon objet d'évaluation, c'est ça que je veux comprendre, si ça a marché, je dis bien ça, le transfert, bah, évidemment du coup, la manière dont je vais m'y prendre va être radicalement différente que si je continue à penser que l'acquisition de connaissances, qu'on les appelle connaissances ou compétences, mais en tout cas quelque chose qui se passe en dehors de l'activité professionnelle, me suffit pour garantir que le transfert aura lieu. Vous voyez, le raisonnement qu'on a eu, c'est un modèle finalement scolaire me permet de garantir qu'il y aura transfert. Et il y a une sorte d'opacité complète sur ce qui se passe entre la fin de la formation et le moment de la situation de travail. Alors que, encore une fois, c'est là que l'essentiel, à mon avis, se joue. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je travaille essentiellement sur un modèle très bête au départ qui est apprendre, ça se situe entre un contexte, des contenus et un apprenant. Et ces trois dimensions-là, elles sont essentielles et il faut que je comprenne chacune de ces choses-là. C'est-à-dire que l'approche qui consisterait à dire c'est le contenu qui va me guider dans l'ingénierie pédagogique, je pense que c'est extrêmement pauvre. Ça, c'est toutes les approches d'experts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment comprendre le contenu parce que sinon vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que l'apprenant et toutes les questions autour, c'est quoi un apprenant acteur et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là et c'est quoi les postures, est-ce que tous les travaux par exemple de Philippe Carré sur l'apprenance sont les questions clés, tous ces sujets-là autour de l'apprenant, tout ce qu'on a pu voir, tous les travaux actuels. Et puis moi j'ai cette dimension contexte et là c'est plutôt tous les travaux de tout ce qui est travail en situation, billette, working place learning, enfin tous ces travaux-là, si vous voulez, on essaye vraiment de mieux comprendre ce qui fait que effectivement le processus va jusqu'au bout. Et moi, je ne sais pas travailler uniquement sur l'apprenant, je ne sais pas travailler évidemment uniquement sur le contenu, et je ne sais pas travailler non plus uniquement sur le contexte. Donc c'est bien comment, dans mon évaluation, j'embarque ces trois dimensions. Alors ces trois dimensions, c'est en tout cas à l'intérieur de ça que je positionne la question de l'évaluation. À partir de là, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Si j'en viens maintenant, je dirais plus au sujet du jour, si je puis dire, qui est évaluer comment, pourquoi, faut-il, etc., etc. Le modèle dominant, je vous l'ai dit, c'est le modèle de Kirkpatrick. Le modèle de Kirkpatrick, c'est un modèle en 4 niveaux, alors qui a été enrichi avec 5 niveaux. Je vous passe les détails et les époques. Je pense, est-ce que vous le connaissez tous? Voilà, hein.
Donc, c'est pas compliqué. Un premier niveau, on va regarder si en gros il y a satisfaction. Ça, de toute façon, c'est une obligation légale, donc on n'y échappe pas, il faut le faire. Ça sert absolument à rien. Vous connaissez tous les taux qu'on a partout, donc c'est totalement inutile. En plus, voilà, il faut le. Alors, c'est pas inutile quand il y a une catastrophe. En fait, d'habitude, la catastrophe, parce que je sais pas, le formateur était complètement à côté de la plaque. De toute façon, vous la prenez quand même normalement par ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est voilà, un premier niveau qui donne, vous le savez, on a des taux, en gros, en France, les moyennes, c'est entre 95 et 99% de satisfaction, parce qu'effectivement, le simple fait d'être envoyé en formation est quelque chose qui est positif, valorisé socialement, culturellement, etc. etc. Et puis que quand il y a eu pas mal d'études là-dessus, hein, quand on regarde les critères qui font que les gens sont satisfaits, bah, vous avez le formateur est sympa, le groupe est sympa et la bouffe était bien. Voilà. Et on le sait depuis très très longtemps, hein, le cadre était super, puis voilà, j'ai pu respirer, j'ai pu parler de moi, j'ai rencontré des gens, c'était top. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours défendu l'idée que ça c'est une des fonctions de la formation, qui n'est pas une fonction d'apprentissage, mais qui est une fonction sociale hyper importante, une fonction d'intégration, et on ferait mieux de se le dire au lieu de se raconter des histoires comme si on allait former les gens. Non, on leur permet juste de respirer, de se retrouver avec d'autres, de prendre du recul, etc. etc. Le niveau 2 de Kirkpatrick, alors là, c'est l'acquisition des connaissances, hein, c'est-à-dire que vous avez, au cours de cette formation, acquis des choses, vous allez les apprendre. Et tout le raisonnement de Kirkpatrick consiste à dire que s'il y a ces acquisitions, il va y avoir un lien de cause à effet sur le transfert. Hein, tout repose là-dessus, c'est-à-dire que si à la fin ils savent, alors forcément ils sauront faire en situation. Et c'est évidemment ce lien de cause à effet que je remets en cause et qui en fait a été quasiment jamais démontré tel quel, et sur lequel on a tous fonctionné pendant très longtemps. Le niveau 3 de Kirkpatrick, c'est le fameux comment est-ce que les gens mobilisent leurs compétences en situation, et en France, c'est quasiment pas évalué. Or, voilà. Donc, et puis il y a un niveau 4, auquel je ne crois pas du tout, je vous le dis tout de suite, qui est, grâce à la formation, la performance a explosé. Pourquoi j'y crois pas? Parce que les quelques rares études qui ont vraiment essayé de mobiliser ça, en fait, il y a tellement de facteurs qui jouent pour expliquer ce que c'est que la performance, y compris des facteurs de concurrence, de marché, de prix, enfin bon, des trucs qui ont quand même pas forcément à voir directement avec la formation, qu'on n'arrive pas à isoler de manière scientifique sérieuse le facteur vraiment lié à la formation. On peut montrer que ça contribue, mais bon, c'est vraiment, enfin, il y a eu très très peu de travaux, les travaux sont plutôt d'ailleurs au Canada, au Québec, et à chaque fois on a des matrices d'une complexité, ce qui est normal, hein, évidemment que il n'y a pas de lien aussi simple et aussi direct qu'on voudrait le faire. Donc c'est ce niveau 3 qui est vraiment au cœur de l'intérêt. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que quand une entreprise ose aller vers le niveau 3, qu'on appelle classiquement l'évaluation à froid, hein, c'est l'expression qui est utilisée, on va envoyer un questionnaire au manager et à l'apprenant. Et quelquefois, dans des cas très 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 rares, on va aussi interroger les collègues ou le client, mais enfin c'est vraiment rarissime, hein, c'est vraiment très expérimental, etc. C'est-à-dire ce qui devrait être le quotidien des gens qui s'occupent de l'évaluation, finalement, est quelque chose de rare. Et quelque chose qui est profondément biaisé. Parce que, en tout cas dans les entreprises françaises, le fait d'avoir été en formation est quelque chose qui est là aussi, ça a été mesuré, il y a des tas d'effets, comment dire, c'est bien de pouvoir dire que ça a marché, et donc il y a des tas de biais psychosociologiques qui font que je vais rarement dire que c'était nul, hein, vraiment rarement. Et je vais me raconter toute une histoire. Pourquoi? Parce que j'en garde à mon souvenir, parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, pour plein de raisons qui n'ont pas à voir avec le transfert, mais qui ont à voir avec, encore une fois, la valorisation de l'action de formation. Et donc, moi-même, alors 4 mois plus tard, en plus, 6 mois plus tard, je ne me souviens pas forcément, voilà, donc je vais ressortir un truc, je vais donner un exemple, mais vous voyez, c'est ténu quand même pour prouver quelque chose. Et puis quant au manager, même combat. Le manager, c'est lui qui souvent a participé à l'envoi en formation, on ne l'a quand même pas obligé complètement. Donc lui aussi, il est dans une posture évaluative de l'individu en situation, mais par rapport à ses objectifs à lui. Et donc lui aussi, il y a un nombre de biais qui ont été très très bien identifiés et qui font que ce fameux niveau 3, quand il a lieu, cette fameuse évaluation à froid, quand elle a lieu, est en fait très très peu scientifique, je veux dire scientifiquement valide, hein. Donc on a beaucoup de mal, là encore une fois, à prouver quoi que ce soit. Alors, moi, ce qui me semble important, c'est du coup, par rapport à la façon dont nous, on bosse, c'est de se reposer un certain nombre de questions qui sont profondément ennuyeuses, voilà, on aimerait un truc tout simple, et d'ailleurs, je vous rassure, il y a des tas de trucs tout simples où on vous explique qu'avec un logiciel merveilleux, en 3 clics, vous allez avoir des courbes et des pyramides et des chiffres,
hein, donc c'est fantastique. Ça veut dire que voilà, vous allez pouvoir arriver au comité de direction en disant ma formation a été prouvée efficace. Regardez, j'ai des chiffres et des pyramides et des machins. Mais vous avez exactement les mêmes biais dans ce type d'outils. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre la boîte noire et qu'on essaye d'évaluer non pas un résultat final uniquement, mais un processus d'apprentissage. Et qu'on essaye de comprendre comment ce processus d'apprentissage se construit, comment il évolue entre le moment même avant la formation, après la formation, et puis par étapes, en suivant les gens, jusqu'au moment où on considère qu'effectivement, ils ont transformé leur façon d'agir professionnellement. Ça suppose quoi ? Ça suppose de se dire, qu'est-ce que je veux regarder? Est-ce que je veux juste regarder une compétence qui m'a été donnée dans un référentiel? Et là, vous voyez qu'on a des tas de questions du réalisme de ces référentiels, de ce qu'on peut regarder. Voilà. Ou est-ce qu'on peut essayer de comprendre plutôt comment le processus se met en œuvre ou pas? Nous travaillons sur 3 types de processus qu'on essaye de suivre, de tracer, j'ai envie de dire. Le premier processus, c'est effectivement toute la question de l'appropriation pédagogique, c'est-à-dire est-ce que les gens, effectivement, progressivement, ont l'impression que ce qu'ils doivent transformer est devenu quelque chose de totalement approprié. Donc là, on est vraiment sur des dimensions psychopédagogiques, on essaye vraiment de comprendre comment les gens parlent de ces fameuses compétences et comment dans l'évolution entre avant, après la formation et puis de tous les 2 mois, tous les 3 mois, etc., quelque chose se dit différemment. Donc ça, c'est une première chose qu'on regarde. Le deuxième processus qu'on regarde, c'est le processus organisationnel, puisque je vous ai dit, moi, je m'intéresse énormément à comment des environnements vont faciliter, favoriser, permettre, jouer un rôle dans le fait que les processus d'apprentissage vont pouvoir se mettre en place. Hein, donc comment le contexte joue son rôle dans le transfert. Est-ce que les gens ont un droit à l'erreur? Est-ce que les pairs ont pu jouer un rôle? Est-ce que le hiérarchique, il fait ci, il fait ça, il dit ci, il dit ça? Quelle est la culture de l'endroit où ça se passe? Donc on a toute une série de questions pour essayer de comprendre le rôle qu'a pu jouer le contexte organisation. C'est aussi tous les travaux sur les environnements capacitants, sur toutes ces approches qui sont des approches tournées vers la mise à disposition des ressources, tout ce qu'on appelle les affordances, tous ces thèmes-là, les questions également de sécurité psychologique sur lesquelles on travaille beaucoup. Bref, est-ce qu'il y avait les conditions pour que, et comment ça a joué? Et puis, le troisième chose qu'on regarde, c'est tout ce qui est autour de l'accompagnement. Je n'ai pas eu le temps de développer ce point-là, mais moi, en tout cas, dans mes travaux théoriques, je considère qu'il n'y a pas de formation sans accompagnement. Et ça a à voir avec les travaux théoriques que j'ai cités tout à l'heure, en particulier Billette. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quoi les autres qui font que ça se passe? On apprend, comme cette phrase que cite toujours Philippe Carré, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. Donc ces autres, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a pu avoir accès à eux? Comment ça joue? Etc. etc. Et donc la compréhension de ces 3 processus intermêlés, parce qu'évidemment ils interagissent complètement, nous permet à la fin de dire, bah, tiens, pour cette cohorte qui a suivi cette formation, dont voilà les objectifs, voilà ce qui était dit, voilà ce qu'on en attendait, et là évidemment on essaye de comprendre réellement ce qu'on en attend. Si c'est que avoir plus confiance en soi, bah, évidemment c'est peut-être pas la peine de faire tout ça. Si c'est travailler autrement et que la confiance en soi, en fait, on en a besoin pour agir de manière différente, alors oui, on essaye vraiment de comprendre comment ça se construit ou pas. Et là, ça nous permet de travailler sur 2 dimensions. L'efficacité du dispositif pédagogique, et je redis bien que ce que j'évalue, c'est le dispositif et ce n'est pas les gens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'évaluer les dispositifs et non pas les gens. Ce n'est pas le résultat des gens qui m'intéresse, c'est est-ce que le dispositif fonctionne? Est-ce que c'est ça qui a permis ou pas de faire qu'il y aura apprentissage? Et la deuxième chose à laquelle je m'intéresse surtout, en fait, c'est la question de l'efficience. Ok, on a atteint un résultat, mais est-ce qu'on aurait pu l'atteindre à la limite sans faire de formation, à la limite en faisant beaucoup plus long, beaucoup plus court, beaucoup plus ci, beaucoup plus ça, enfin bref, comment est-ce qu'on peut, dans les entreprises, se poser la question de l'efficience, c'est-à-dire pas seulement de dire, bah, attendez, venez pas nous emmerder, on est contents, ils sont tous contents, et puis en gros, tout va bien. Mais je pense qu'on a besoin de savoir si ça marche, est-ce que ça aurait pu marcher autrement, moins cher, plus léger, plus je sais pas quoi, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin de se poser ces 2 questions-là. Et moi, je prêche pour qu'on ne s'arrête pas à la question de l'efficacité, mais qu'on aille bien sur la question de l'efficience. Et évidemment, la question de l'efficience, ça interroge les modalités. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire « Ah bah tiens, bah oui, c'est bien le e-learning qui a été le déclencheur, parce que quand je prends ma cohorte de mes 25 apprenants, c'est ça qui mobilise, c'est ça, ils m'en parlent tous de cette façon, avec ces termes-là, etc. »
Et puis, par contre, il n'y en a pas un qui me cite, je ne sais pas quoi, l'intervention machin, ou le MOOC, ou, etc. Et donc, on essaye de démêler aussi le rôle des modalités mises à disposition pendant ce dispositif. Et évidemment, ça peut faire mal. Je ne vous cache pas que ça peut faire mal. Enfin, là, on travaille, nous, depuis maintenant des années, avec des boîtes comme EDF, avec RATP, avec Suez, avec Veolia. Enfin, on a vraiment à chaque fois, hein, on prend des dispositifs, puis on interroge ces dispositifs, non pas sur le résultat, mais sur le processus, avec ces trois dimensions. Ah, voilà. Alors ça fait également, les travaux qu'on mène, ils sont aussi beaucoup sur la question de la référentialisation, ce qui est un mot barbare pour dire c'est quoi ce qu'on vise vraiment. Est-ce que la notion d'objectif pédagogique nous suffit? Et moi je vous dis non, elle ne nous suffit pas. Donc du coup, c'est bien des objectifs référencés à quelque chose, mais c'est quoi ces référentiels? Quand on dit il faut que les gens sachent parler en public, qu'est-ce qu'on dit derrière ça? On se réfère à quoi? C'est quoi les modèles qu'on a en tête? Alors, dans le monde de l'encadrement, alors là, c'est une mine, parce que je veux dire, c'est vraiment... Il y a beaucoup de mots, voilà. Donc, de temps en temps, c'est bien d'interroger les mots, hein, et qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport aux situations de travail. Et dernier élément, et puis je m'arrêterai là, vous avez compris aussi que ce que nous faisons, nous, c'est quand même le choix de méthodes qualitatives. Donc c'est vrai qu'on a une position par rapport à ça, qui consiste à dire arrêtez de foncer sur du quanti qui est creux, qui en fait ne vous apprend rien, sauf que oui, il y a des chiffres, alors ça rassure tout le monde. Travaillons d'abord sur des démarches qualitatives, qui, je le rappelle, sont tout aussi scientifiques quand elles sont bien menées que des démarches quantitatives, voire plus dans certains cas, quand l'objet s'y prête. Et donc, abordons les choses en interrogeant les gens, avec des modes évidemment de questionnement bien particuliers et qui sont travaillés. Prenons le temps d'aller jusqu'à cet effet de saturation qui est tellement important dans les méthodes qualitatives. Enfin, bref, menons les choses en comprenant. Essayons d'analyser, de comprendre ce qui fait effectivement que ça marche, mais en ayant pris le temps de se dire, voilà, ça, moi je vais le définir dans cette entreprise, sans doute différemment que dans l'autre entreprise, mais en tout cas, on ne va pas juste foncer sur le résultat en disant, ben voilà, comme ils ont tous bon et qu'ils sont tous contents, on a fait notre boulot. Voilà en gros ce dans quoi je suis aujourd'hui depuis quelques années. Alors je vous l'ai dit au début, c'est pas sexy, c'est pas sympa, ça fait pas briller les yeux, c'est pas fastoche non plus. Hein. Ça prend un peu de temps, alors ça les entreprises détestent, mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui il y a vraiment une évolution aussi sur ces questions d'évaluation, vraiment avec des boîtes qui disent il faut qu'on arrive aussi à comprendre ce qu'on fait, parce qu'il y a tellement de nouveautés tous les jours que si on ne se donne pas les moyens de savoir, en dehors de ce que nous racontent ceux qui nous les vendent, si on en a besoin ou pas. En même temps, on est aussi dans un monde où, vous le savez, le monde de l'ARH, c'est quand même un monde très très sensible à la mode, hein, qui adore les trucs nouveaux, et quand c'est nouveau, c'est forcément bien. Ça, quand même, voilà, on est quand même câblé comme ça dans les RH, et dans la formation en particulier. Il y a des effets de modernité qui, du coup, font qu'on n'interroge plus quelque chose qui est beaucoup moins drôle, qui est est-ce que les gens apprennent, et qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour nous, dans cette entreprise, à ce moment donné, et dans ce contexte particulier. Voilà, je m'arrête là. Et puis je vous propose que vous réagissiez, critiquiez, voilà, etc.